Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Paix, prospérité et partage. Trois mots qui pourraient résumer son projet. On en saura davantage tout à l'heure. Face aux électeurs, reçoit donc ce soir le candidat Kwadwo Konon Bertin, candidat indépendant à la présidentielle du 31 octobre 2020. Monsieur le candidat, bonsoir. Bonsoir. Pour ces 90 minutes d'échange, il y a avec moi sur ce plateau Charles Cablan de Radio Côte d'Ivoire et Benoît Illy de Fraternité Matin. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir Kolo. Et merci d'être venu sur ce plateau avec nous. En 2015, Kwadwo Konon Bertin est candidat à la présidentielle, une présidentielle soldée par 3,88%. Vous revenez cette fois en 2020 dans la course. Est-ce qu'en 5 minutes, le candidat peut nous dire pourquoi il est dans la course cette fois? Ivoirienne, Ivoiriens, mes chers compatriotes, il y a 5 ans, jour pour jour, j'étais là sur ce même plateau pour vous soumettre mon projet et vous dire mon ambition de me mettre donc à votre service. J'ai essayé une première expérience. Elle a été soldée par le résultat que tout le monde connaît. J'ai essayé de me montrer solidaire, disons plutôt exemplaire. Dans une démocratie, il y a un temps pour débattre. Le dernier mot appartient au peuple. Le peuple décide et comme dans une compétition, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. En 2015, vous ne m'avez pas fait confiance. Vous avez préféré un autre. Dans le fair play démocratique, j'ai reconnu ma défaite. Bien avant 2015, nous avons connu l'épisode tragique de 2010 avec une compétition qui s'est soldée avec 2 vainqueurs. La suite, la Côte d'Ivoire la connaît. Le peuple ivoirien ne s'est pas encore remis de ce traumatisme il y a 10 ans. C'est pourquoi je voudrais encore une fois cette année, en revenant sur ce plateau, et devant vous, peuple de Côte d'Ivoire, ne pas changer ma nature, ma culture et mon éducation. Servir le peuple de Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle je me suis engagé dans ce milieu tumultueux qu'est la politique ivoirienne. Encore aujourd'hui, j'estime que mon projet que j'ai porté en 2015 est arrivé à maturité. Aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous dire notre pays a trop souffert. Voilà 30 ans à peu près que nous avons perdu le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Houphouët-Boigny. Sur ce plateau, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour lui, ce grand homme, ce bâtisseur hors pair, homme de consensus. Oui, tous se réclament de lui. Tous disent avoir été à son école. Et pourtant, combien agissent comme il aurait fait s'il avait été vivant? Voilà 27 ans que la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Notre pays se cherche, un pays naguère prospère, paisible, qui assure son sol de ses milliers de mosquées, avec ses églises qui se côtoient, sans oublier notre basilique qui fait notre fierté. Houphouët nous a laissé en héritage la paix. À l'époque, on nous disait que le succès de notre pays repose sur l'agriculture, le café et le cacao. Nos braves paysans, dans nos champs, cultivaient et continuent de cultiver. Et nous avons réussi à bâtir la prospérité sous Houphouët-Boigny avec à peine 3% de croissance. Nous mangeons tellement bien à l'époque que nous nous sommes même payés le luxe d'inviter tous nos voisins à notre table. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire, eh bien, dit avoir une croissance de près de 8%. Aujourd'hui, où nous avons des milliers de médecins, des ingénieurs, des professeurs, ce qui n'était pas le cas de 60 à 70
1970 à 1980. Comment explique-t-on que c'est en ce moment-là que nos jeunes fuient la croissance économique pour aller à la recherche d'Eldorado et donner ainsi leur destin et leur vie à la mer? Il y a un contexte que je m'explique difficilement. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je suis en face de vous ce soir encore une fois, en des mots simples, pour vous dire, il nous faut créer d'abord la paix, ramener la paix en Côte d'Ivoire, créer donc la prospérité et aller au partage équitable des fruits de la croissance pour que l'Ivoirien se sente heureux dans son pays. De quoi nos parents ont besoin? Vivre en paix, se soigner, éduquer leurs enfants pour améliorer l'espérance de vie, bâtir une Côte d'Ivoire qui fait donc envie et qui attire donc le reste du monde. Encore une fois, je me soumettrai volontiers à vos questions, sans oublier que j'ai un petit mot d'introduction pour chaque Ivoirien. Le samedi, chacun de vous aura entre ses mains une part du destin de notre nation. Oui, le vote est un droit sacré. C'est même un devoir. Il faut l'exercer. La violence n'est pas la solution. Je sais qu'il y a des difficultés. Déserter les urnes n'est pas non plus la solution. Certains vous demandent explicitement de faire le choix de la violence. Moi, je vous invite à faire le choix de la paix. Oui, je vous invite à utiliser une arme beaucoup plus efficace, votre bulletin de vote. Allez aux urnes ce samedi pour faire changer les choses dans ce pays. C'est possible. Monsieur le candidat, la vision que vous portez, nous allons essayer de la comprendre au cours de cette émission, en commençant par la politique et la gouvernance pour cette première partie. Nous sommes dans un contexte où les grands partis cherchent à ratisser large en se mettant ensemble, en coalition. On a le RHDP, on a l'AFD, on a EDS, et vous arrivez en candidature indépendante. Vous n'êtes pas porté par un parti politique, par un mouvement. Est-ce que votre message peut être audible? Je vous ai dit tout à l'heure que là où la Côte d'Ivoire n'avait pas d'ingénieurs, de médecins, de professeurs, la Côte d'Ivoire se porte bien. Là où aujourd'hui nous avons beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de professeurs, la Côte d'Ivoire se porte mal, alors que nos paysans continuent de produire. Mais il faut bien qu'on trouve pourquoi la Côte d'Ivoire se porte mal. C'est quoi la raison? Avez-vous le sentiment que nos dévanciers, qui se réclament d'ailleurs tous de Félix Houphouët-Boigny, ont réussi? Ces grands partis, comme vous le dites. Je pense que tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire aujourd'hui est le fait soit des héritiers de Félix Houphouët-Boigny, soit de ses opposants. Les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes accords, les mêmes alliances se font, se dénouent chaque 5 ans au gré des intérêts des uns et des autres. Je suis là, moi, non pas pour servir mes intérêts, je suis là pour servir les intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. J'ai un message clair. Voilà un pays où sur 3 Ivoiriens, vous avez 2 qui ont moins de 5 ans. C'est un pays jeune. C'est un pays jeune. D'ailleurs, je dois dire ma fierté, ma joie de voir ce plateau tel qu'il est composé. C'est un plateau jeune, non, qui reflète la physionomie de notre société. Oui, les jeunes, les bras valides, talentueux, qui ont tous les mérites, qui ont tous les diplômes, ne demandent qu'à servir. On dit d'Houphouët-Boigny qu'il était visionnaire, mais pourquoi? Houphouët visionnaire savait très bien que c'est quand on est jeune qu'on peut bâtir. Parce que c'est à cet âge-là qu'on a la force, on a l'ambition, on est dynamique. À 29 ans, il a fait de Camille Ali, ministre. Jean Konan Bani, ministre. Henri Konan Bédié, ministre de l'économie. À 30 ans, dans cet âge-là, ils ont bâti la Côte d'Ivoire. On a eu ce qu'on appelle le miracle économique. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse bien formée, prête à servir. Je suis candidat pour cette jeunesse. Je veux qu'elle se saisisse de cette candidature pour s'émanciper et prendre en main son destin. Alors, pour cette présidentielle, il se dit de vous que vous êtes un simple faiseur de roi. Que répondez-vous? Écoutez, déjà en 2015, vous avez suivi mon parcours. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, un candidat qui arrive à ce niveau, sans être porté par un parti politique, eh bien c'est rare.
Le seul qui a battu ce record, d'ailleurs, qui avait un parti, c'est Laurent Gbagbo, face à Houphouët-Boigny en 90. Je suis là pour gagner ces élections. Et je vous ai dit que mon message, ou du moins mon projet, est à maturité. Et ce ne sont pas les tournées que j'ai effectuées auprès des populations qui me diront le contraire. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Je me suis mis à l'écoute des Ivoiriens. J'ai compris leurs aspirations. Oui, les Ivoiriens veulent le changement. Les Ivoiriens veulent le rajeunissement de la classe politique de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens veulent le renouveau. Si donc ils veulent le renouveau, si donc ils veulent le rajeunissement, si donc ils veulent le changement, parce que j'ai compris leur colère, je suis là. Et je leur dis, le samedi, vous avez le choix entre le président sortant et donc celui qui incarne le renouveau et le rajeunissement. Pourquoi se sentir obligé d'aller dresser des barricades, brûler des pneus, lancer des pierres à des gendarmes, quand on a en face de soi une solution simple? Allez-y aux yeux de samedi, votez pour Kouadio Konan-Bertin, pour qu'il y ait le changement et que justement nous mettions nos jeunes au travail pour reconstruire l'avenir de la Côte d'Ivoire. Charles Cablan. Alors, M. Konan-Bertin, bonsoir. Bonsoir. En 2015, vous étiez candidat à l'élection présidentielle, candidat indépendant. Oui. Vous n'étiez pas d'accord avec l'appel de Daoukro, Oui. qui appelait donc les militants du PDCI à soutenir l'actuel président. Oui. 5 ans plus tard, nous sommes en 2020, vous remettez le couvert, vous êtes encore candidat indépendant. Pourquoi à chaque élection présidentielle vous adoptez cette stratégie? Vous êtes militant du PDCI-RDA, quand approche l'élection présidentielle, vous en sortez, vous êtes candidat indépendant. Après, vous mobilisez des personnalités, vous allez pour des médiations, vous réintégrez le parti. Après, nous sommes en 2020, vous remettez encore le couvert. Pourquoi cette stratégie, M. Konan-Bertin? Ce n'est pas une stratégie. J'ai fait le choix de la cohérence. Vous voyez, j'ai la conscience tranquille parce que je suis cohérent. Je le dis, je le répète, la raison d'être d'un parti politique, c'est le pouvoir, le gouverner. Le PDCI-RDA, le premier parti de Côte d'Ivoire, qui a amené la Côte d'Ivoire à l'indépendance, ne peut pas se payer de luxe de manquer un rendez-vous électoral, surtout sans raison. En 2015, pour rafraîchir nos mémoires, moi je suis un militant discipliné. Un militant discipliné, c'est celui qui respecte les résolutions du Congrès. Le Congrès, c'est l'instance suprême du parti. Chaque 5 ans, il se tient. Il dégage la ligne et les structures qu'on met en place sont chargées donc d'exécuter, donc d'appliquer les résolutions du Congrès. En 2015, devant tout le peuple de Côte d'Ivoire, le PDCI s'est réuni, 16 000 délégués. Ensemble, nous avons décidé que nous ayons un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Tout le monde a applaudi. C'est ce même congrès qui fait de Henri Konan-Bédié président du PDCI-RDA. Mais parce que le congrès l'a désigné comme président du parti, nous sommes dans l'obligation, si nous sommes disciplinés, d'obéir et de respecter son autorité. De la même façon, nous devons donc faire en sorte que nous appliquons toutes les résolutions issues du congrès. Monsieur Bédié, que je respecte, et tout le monde sait, je le respecte d'abord parce que c'est mon père. C'est librement que je l'ai choisi comme tel. En plus, il a un âge que je dois respecter. Monsieur Bédié, ancien chef d'État, est le premier parmi nous tous à donner le bon exemple. Le bon exemple, c'est qu'il soit le premier à respecter les résolutions du Congrès. Il se retire à Daoukro, il lance un appel pour demander à M. Ouattara d'être le candidat du PDC. Je pose une question simple. Est-ce que Alassane Ouattara est militant du PDCI-RDA? Non. Est-il un militant actif du PDCI-RDA? Non. C'était la coalition, c'était le RHDP. Non, il y a des règles en tout. La coalition du RHDP avait ses règles également qui disaient qu'au premier tour, chaque parti a son candidat. C'est la règle qui a été respectée en 2010. Ça n'a pas changé. Donc, à tout le moins, ce que nous aurions dû faire à cette époque, c'est de dire le PDCI a son candidat, le RDR a son candidat. Si on maintient la coalition au second tour, on s'aligne derrière celui qui part au second tour. Voilà l'alliance. Ce n'était pas le cas. Alors vous êtes allé à l'élection en 2015. Je finis. Monsieur Bédié, avec tout le respect que je lui dois, demande à Alassane Ouattara, militant d'un autre parti, d'être le candidat du PDCI-RDA, là où on demande un militant actif. À supposer à cette époque que M. Bédié ne soit pas dans les conditions de nous représenter, mais entre nous.
Ce n'est pas les cadres qui manquent. On aurait pu choisir Émile Constant Bombé, on aurait pu choisir Charles Konambani et Siyamara. Ce n'est pas les cadres qui manquent, que nous n'en serons pas là aujourd'hui. Je dis, je ne peux pas accepter que Alassane Ouattara soit le candidat du PDCI-RDA. Je n'ai pas accepté. Cette fois-ci, je dis, j'ai fait le choix de la cohérence. Le parti le PDCI-RDA, a lancé un appel à candidature. Parce que désormais, il faut que vous sachiez le mécanisme, le mode de désignation de nos candidats. Ça se fait à une convention élective. J'ai donc déposé mes dossiers en bonne et due forme. Mon parti m'a refusé la parole, sans motif. Là où on me traite de voyou au PDCI-RDA, je dépose mes dossiers à la CEI, le Conseil constitutionnel les valide, parce que j'ai rempli les conditions. Le comité électoral de votre parti a indiqué plutôt que vous ne remplissez pas les conditions. Quel est ce comité? Et donc c'est M. Henri Konambédié qui a été retenu. Voyez-vous, c'est ça qui me pose problème. C'est ça qui me pose problème. Et c'est ça qui explique les problèmes qui ne prennent jamais fin dans ce pays. Nous devons être tous des modèles. Nous devons aimer notre pays et appliquer la politique parce qu'elle est éthique et elle est morale. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un comité électoral qui doit donc délibérer. Mais ce comité-là, il est composé de qui? Des délégués départementaux et communaux du PDCI qui, une semaine avant, étaient au domicile du président Bédié pour lui demander d'être candidat. Comment les mêmes peuvent demander à M. Bédié d'être candidat et venir encore statuer sur mon dossier? Alors que nous reprochons à M. Ouattara d'avoir à sa sorte la CEI. Quand vous agissez ainsi dans vos partis politiques-là, est-ce que vous serez fondé demain à accuser Alassane Ouattara et la CEI actuelle? Voilà ce qui manque de cohérence. Aujourd'hui, si je n'avais pas été là, d'ailleurs je dis à nos militants, on ne prend jamais le risque de parcourir une distance à Abidjan-Korogo en voiture sans prévoir de pneus de secours. Si je n'avais pas été militant, aujourd'hui ils auraient été encore absents. Le PDCI-RDA ne peut pas se permettre de boycotter les élections pendant 10 années de suite, il risque de disparaître. Donc je suis candidat pour les Ivoiriens, je suis candidat pour le PDCI-RDA. On va laisser Charles Kablan. Oui, M. Konambertin, au départ, le PDCI voulait participer à cette élection présidentielle. Le PDCI avait un candidat à la personne de Henri Konambédié désigné au Congrès. Mais il est où? Il y a eu un malentendu, mais au départ, le PDCI était pour cette élection. Vous étiez candidat indépendant. Est-ce que vous ne portez pas atteinte à la survie de ce parti, votre propre parti? Mais non. Alors, je vais vous rappeler une chose. En 2000, il y a eu une convention à Yamoussoukro. Cette convention a désigné M. Émile Constant Bombé comme candidat du PDCI par voie élective, qui a même battu Henri Konambédié. Au sortir de cette convention, M. Bédié s'est porté candidat indépendant. Est-ce qu'il a porté atteinte aux intérêts du PDCI-RDA? Est-ce qu'il a été sanctionné à cette époque? Vous me direz que c'est lui qui sanctionne. D'accord, je comprends bien. Mais il n'a pas été sanctionné. Et Yampan était également candidat indépendant. Pourquoi à mon tour, on m'accuse de quoi? Un bon président des jeunes, un bon jeune d'un parti politique rêve de ressembler à son leader. Moi, je copie ce que mon père fait. Aujourd'hui, vous êtes exclu du parti? Temporairement, dit-on. Oui, temporairement du parti. Laissez-moi m'occuper de la présidentielle. Je suis face aux Ivoiriens. Le moment venu, nous parlons des dossiers du PDCI-RDA. Alors, pour revenir à la stratégie dont nous parlions tout à l'heure, est-ce qu'après cette élection présidentielle, vous allez encore mobiliser des personnalités pour aller à Daoukro, vous mettre à genoux pour réintégrer le parti? Ou bien allez-vous, cette fois-ci, pousser votre courage et créer votre propre formation politique? D'abord, je vous informe que je ne me suis jamais mis à genoux pour l'instant depuis que je suis né. Quand on mène une médiation, je suppose que nous sommes en Afrique. Ah non, il faut bien comprendre les choses. C'est juste une image, M. Konambertin. Alors, je vous dis la chose suivante. Et je l'ai dit, parce que je suis baoulé. Je le répète, je mets 2 pieds dans la tradition. Et je l'ai dit ce jour-là, et je pèse mes mots, et je veux qu'on m'écoute bien quand je parle. Je n'ai jamais vu dans un seul village baoulé un enfant qui a raison de son père, quelle que soit la situation. Je suis revenu au PDCI par cette voie-là, parce que j'estimais que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que nous donnions l'exemple de la réconciliation dans nos partis et renforcer l'action du PDCI-RDA. C'est tout. Je ne veux pas participer à diviser le PDCI-RDA. Après, il faut que vous sachiez une chose. Comme le 31 octobre, je serai président de la Côte d'Ivoire et que la loi interdit que le président de la République s'occupe de partis politiques, je n'ai pas de problème. Et lui, président, je m'occuperai du parti de Houphouët-Boigny. J'ai fait le serment, je suis militant, je demeure militant. Écoutez, des amis de génération ont créé des partis. Blé Goudé a créé son parti. Guillaume Soro a créé le sien. Si je veux créer un parti, rien ne m'en empêche. Mais combien de partis y a-t-il en Côte d'Ivoire? À quoi sert-il aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, l'urgence, le plus important pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a encore un parti politique? Eh bien, je suis PDCI-RDA.
Alors, Est-ce que Kwadjo Kona-Bertin, après l'élection présidentielle, va se retirer du PDCI ou va rester dans le Parti démocratique de Côte d'Ivoire? Mais comme je serai président le 31 Ça, vous l'avez octobre, déjà dit. Mais si vous savez n'êtes pas très élu, bien qu'est-ce que vous le allez président de faire? la République, je ne ferai pas comme les autres qui sont en même temps président de la République et qui sont présidents des partis politiques. La loi l'interdit. Un bon chef Si vous d'État, n'êtes pas élu, donne qu'est-ce que vous l'exemple. allez faire? Mais comme je serai président, de là où je serai, je m'occuperai du PDCI-RDA. Mais c'est une compétition. Je peux gagner comme je ne peux ne pas gagner. Si je ne gagne pas, je rejoins mon parti. Je ne l'ai jamais quitté. Je vous donne rendez-vous. D'accord. Je vous donne rendez-vous. Alors, c'est démêlé avec votre parti. Et l'image que cela donne de l'extérieur, c'est un militant indiscipliné. Alors, les Ivoiriens, vos électeurs, donc, se préoccupent. Ils se disent, ils se demandent pourquoi, finalement, confier la destinée de leur Côte d'Ivoire, leur pays qu'ils aiment, à un militant, à un candidat, à un monsieur qui est en conflit perpétuel avec la discipline au sein de son propre parti. Ils se posent la question, M. Kona-Bertin. Est-ce que vous pouvez ce soir dissiper leur inquiétude? C'est plutôt moi qui me pose des questions. En quelle langue devrais-je donc expliquer la situation pour que l'on comprenne? Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'écouter et d'entendre. Je crois avoir été clair tel que j'explique les choses des autres. Et moi-même, qui est indiscipliné? Entre celui qui piétine les résolutions d'un congrès, qui appelle à faire autre chose à la place de ce qu'on a décidé, et celui qui dit appliquons ce qu'on a décidé au congrès. Qui est indiscipliné? J'ai le sentiment que les autres ont un problème de culture. Je pense que, monsieur le candidat, chacun appréciera. Si on peut rentrer déjà dans le vif de votre programme, vous avez dit que dès que vous êtes élu, vous vous attaquez à la Constitution. À la Constitution, la loi fondamentale. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution qui a été votée en 2016? Êtes-vous d'abord fier de cette Constitution à Palabre aujourd'hui? Non, c'est à vous Moi, que je nous suis posons la fier. question. C'est à vous que fier. nous posons la Oui, question. je peux dire que je suis fier, Mais qu'est-ce qui explique dans les barricades, les pneus, le boycott? mais c'est l'opinion des autres. Le pneu des autres? Oui. Donc vous êtes fier dans une Monsieur république? Kwadjo Kona-Bertin, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Qu'est-ce que vous reprochez à la Constitution actuelle? Mais on est en train de répondre là. Une Non, Constitution vous n'avez déjà pas qui encore crée fait. Palabre. Est-ce que j'ai besoin de dire ce que je lui reproche? J'étais déjà député, à cette époque déjà. Quand on changeait la Constitution, j'étais sur ce plateau. J'ai prévenu les Ivoiriens pour leur dire que cette Constitution entraînera la guerre. Parce qu'elle a été taillée sur mesure pour deux individus. L'ancienne Constitution était claire. Après 75 ans, on ne peut pas être candidat. Deux messieurs, M. Ouattara, M. Bédier, se sont assis, tous les deux, pour modifier la Constitution à leur goût. Voilà une Constitution qui dit que si vous avez la chance de vivre 205 ans, vous pouvez être candidat, il n'y a pas de contrôle médical, vous avez le sida, vous pouvez être candidat, vous avez tout ce que vous avez, bon, vous pouvez être candidat. Où est-ce qu'on a vu ça? Bref, j'étais député, j'avais prévenu pour dire, on ne donne pas à un peuple qu'on prétend aimer une constitution non seulement taillée sur mesure, mais à interprétation. Quand viendra le moment, chacun va vouloir l'interpréter en sa faveur et ça va envoyer la guerre. Les trois, Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara, Guillaume Soro, qui ont coalisé pour l'imposer au peuple de Côte d'Ivoire avec 15% de participation à ce scrutin. Aujourd'hui, que ça les divise, ils invitent les Ivoiriens à ce débat et invitent nos enfants à aller poser des barricades là où leurs intérêts ne coalisent plus. Quelle est la cohérence et la pertinence de ces démarches? Il faut donner à un pays comme Houphouët-Boigny a gouverné pendant 30 ans avec une seule constitution sans avoir eu besoin de la modifier. Il faut qu'on arrête de tripatouiller nos textes. Il faut qu'on arrête de penser qu'on doit se donner une constitution pour soi et non pour le peuple. Il y a beaucoup à faire. En plus, moi je suis en train de mener une réflexion profonde sur la nature qu'il faut donner au régime ivoirien. Est-ce que c'est encore utile de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'un seul individu? N'est-il pas préférable de regarder si c'est encore possible de mettre en place un régime, je veux dire, parlementaire? Quand on mène toutes ces réflexions, c'est de faire en sorte que nous ayons des institutions qui nous amènent dans une stabilité définitive, de sorte que nous puissions attirer les bailleurs de fonds, les investisseurs, parce que l'argent n'aime pas le bruit, à me dire un autre. Nous devons créer des emplois pour nos jeunes, faire travailler, créer la prospérité pour que les Ivoiriens vivent en paix. Pour résorber les questions de sécurité, nous passons trop de temps sur des querelles politiciennes. Vous pensez que les régimes parlementaires sont plus stables que les régimes présidentiels? C'est des idées que je mène.
Vous n'avez pas encore mûri l'idée? Ah, bien sûr, je suis pour que justement on ne concentre plus tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu. En Afrique, ça c'est limite. Est-ce qu'on est en train de partir vers une quatrième république avec le candidat Kwadjo Konabertin? Ben, évidemment. Déjà que cette constitution est conflictuelle, il faut faire en sorte que les Ivoiriens se donnent une constitution désormais consensuelle. Il faut la réécrire. Et quels seront les critères? En mettant à l'intérieur une seule chose, le seul intérêt des Ivoiriens. Le seul intérêt des Ivoiriens, quels seront les critères de ce consensus? Est-ce que vous conservez le Sénat, vous supprimez le Sénat, vous choisissez un régime parlementaire, vous choisissez un régime présidentiel? Il faut déjà fixer au moins l'orientation générale. Il y a trop d'institutions budgétivores. Il faut regarder ce qui est utile et réorienter l'argent du pays, du contribuable, vers des choses essentielles. Nous allons en arriver à l'économie. Nous avons une économie dominée par le secteur informel. Les entrepreneurs veulent bâtir. La Côte d'Ivoire, l'État ne paye pas ses dettes. Tant qu'on ne paye pas la dette intérieure et qu'on détourne l'argent à des choses inutiles, évidemment, on ne peut pas créer de l'emploi, la richesse, pour le partager entre les Ivoiriens. Il faut aller à l'essentiel. Le train de vie de l'État doit être revu à la baisse. Il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que dans le même temps, vous pensez aussi à une réforme judiciaire et en quoi ça va consister? Tout simplement rapprocher la justice du justiciable. C'est-à-dire? Je vais donc décentraliser les choses dans chaque région, faire en sorte que, vous voyez, aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, vous allez aujourd'hui au village pour faire un papier, le juge il est absent. Il faut signer tout, il faut faire en sorte de rapprocher la justice, mais il faut qu'elle soit juste également. La corruption doit disparaître de ce milieu-là également, pour que les Ivoiriens aient confiance en leur justice. Parce que beaucoup de choses en dépendent. Même nos investisseurs dont on parle tant, quand ils viennent dans un pays comme la Côte d'Ivoire, avec une justice qui n'inspire pas confiance, ça effraie et ça n'inspire que personne ne vienne ici. Vous avez présenté tout à l'heure un tableau vraiment très sombre de la démocratie dans votre pays. C'est pour cela d'ailleurs que vous parlez de démocratie participative. Qu'est-ce que vous entendez par là, par ces termes? Ça fait 10 ans, même pas, 27 ans que la Côte d'Ivoire se cherche. 27 ans que la confiance est rompue entre les Ivoiriens. Il faut faire en sorte que depuis le sommet, nous recréons la confiance entre le peuple de Côte d'Ivoire. Si je suis président de la République, la première chose que je ferai tout de suite, c'est de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Appeler toutes les forces vives, toutes les compétences, d'où qu'elles viennent, pour bâtir la Côte d'Ivoire. Il faut faire en sorte d'associer tous les secteurs à la prise de décision, de sorte que aucun secteur n'ait le sentiment qu'on lui impose quelque chose. Je ferai du dialogue le maître mot, l'instrument de gouvernance. Dialoguer, associer, amener les Ivoiriens à participer, n'est-ce pas, à la gestion de la chose commune. Faire en sorte que tout se fasse de façon consensuelle. Surtout par ces temps qui courent, je pense que la Côte d'Ivoire en a besoin. On va aborder à présent la deuxième partie, parlant de la cohésion sociale. Vous avez mis justement l'accent sur la réconciliation. D'ailleurs, le moment est propice pour en parler. Cette élection se tient dans un contexte de tension, des manifestations qu'on a vues. Est-ce que vous craignez qu'on ne sorte de cette élection avec un tissu social décousu? Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et je parle encore, je reviens à la cohérence, à la clarté dans les démarches. Déjà député, j'étais le premier homme politique élu, bien entendu, à frapper la porte de la haie pour visiter le président Laurent Gbagbo à l'occasion du décès de sa maman. Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La guerre a opposé quand même deux clans, donc deux belligérants. C'est à deux qu'on se bat, c'est à deux qu'on se réconcilie. La guerre a eu lieu en 2010 à la suite d'élections qui a vu deux vainqueurs. Et les deux belligérants s'appellent Laurent Gbagbo, s'appellent Alassane Ouattara. Ma position n'a pas varié. Si nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, c'est de travailler et faire en sorte que M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara apprennent à renouer le dialogue. Je vous donne un exemple simple. Il fut un temps où Henri Konan Bédié et Ouattara étaient en conflit. Du temps où ces deux étaient en conflit,
nous, leurs militants, comme les fils sur l'aiguille, PDCI, RDR, nous étions en conflit. Le jour où M. Bédié et M. Ouattara ont senti le besoin de faire la paix, même sans nous associer, quand ils ont fait la paix, nous les avons suivis. Je continue de penser qu'il faut que M. Ouattara et M. Gbagbo apprennent à se parler. Pour cela, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Moi, j'ai été voir Abdou Diouf, le président Abdou Diouf, en France, pour lui la chose suivante. Monsieur le Président, Félix Houphouët-Boigny vous a désigné comme le parrain de son prix, le prix Houphouët-Boigny pour la paix. Mais comment vous sentez-vous, Monsieur le Président, vous, parrain du prix Houphouët-Boigny pour la paix, quand la Côte d'Ivoire sombre dans la guerre? Il me semble que la Côte d'Ivoire a besoin que des hommes politiques charismatiques sur le continent viennent à son secours, parce que ce qu'on voit là sous nos yeux, ce n'est rien d'autre que la guerre des égaux. On a besoin de quelqu'un de charismatique pour parler à nos aînés, afin qu'ils acceptent de tuer leur amour propre et d'aller à la paix. Donc je ne me suis pas arrêté là. J'ai été voir Jerry Rawlings, j'ai été voir Lassana Kouyaté, il y a déjà 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille à la paix. Voyez-vous ce qui était préoccupant pour moi? Mais la paix, monsieur le candidat, si vous permettez, elle passe par le retour de monsieur Gbagbo et monsieur Blé Goudé. Mais bien sûr, dès lors qu'on apprend à se parler, on prépare ensemble le retour du président Gbagbo. On est mieux que ce soit dans la vie. Vous savez que Gbagbo a été condamné ici à 20 ans de prison. Si rien n'est fait, si on ne se parle pas, quand Gbagbo vient là, il va à la Maca. Est-ce que vous pensez que cela va encore aider à décrisper ou aller à créer la paix en Côte d'Ivoire? C'est pour ça. Moi, j'ai posé une question simple. Alassane Ouattara était en exil avant 1999. Il a fallu un coup d'État pour qu'il rentre. Aujourd'hui, c'est le président Gbagbo qui est en exil. Comment rentre-t-il en Côte d'Ivoire? Par un coup d'État? Il dit non lui-même, parce que ce n'est pas un homme de coup d'État. Si donc ce n'est pas par un coup de force qui revient en Côte d'Ivoire, la seule voie qui reste, que nous devons donc emprunter, si nous voulons que le retour du président Gbagbo participe à l'apaisement et à la paix sociale, c'est la voie du dialogue. Le dialogue, c'est plutôt l'arme des forts, dans l'humilité. Allons-y au dialogue. Alors, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur ce dossier? Si je suis élu, ça simplifie les choses. La première chose que je fais... Vous qui êtes le fruit, je dirais le joli fruit d'un métissage entre Dida et Baoulé. C'est même pas ça le plus important. Le plus important, quand je suis élu président, il y a un premier message que j'envoie à la Côte d'Ivoire. C'est de dire aux Ivoiriens qu'on peut être un ancien chef d'État et vivre en paix sur le sol ivoirien. M. Alassane Ouattara a servi la Côte d'Ivoire. Je vais lui garantir une vie paisible pour que l'on sache qu'il y a une vie après le palais. Il a fait sa maison à Assini. Il n'aura pas besoin de quitter la Côte d'Ivoire. Il faut qu'il soit ici, tranquille. Mais quand M. Ouattara est tranquille, ça suppose que je fais rentrer M. Laurent Gbagbo immédiatement. Charles Blé Goudé, à cet âge, qu'est-ce qu'il fout en exil? À 45 ans, plein d'ambition. Son pays a besoin de lui. Qu'a-t-il fait, Charles Blé Goudé, pour mériter le sort? Il y a encore appel sur le dossier de M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les victimes? Parce que vous parlez de leaders politiques, voilà. C'est bien solidaire de votre part, mais les victimes? Écoutez, les victimes, ça fait 10 ans qu'on a des dommages en un point fini. Mais moi, ce que je dis, là encore, il faut aller à l'équité. Les victimes, il y en a eu dans les 2 camps. Quand on dédommage ceux du camp de gauche, il faut aussi penser à ceux du camp de droite. Vous avez l'impression que ceux du camp de gauche sont dédommagés pour l'instant, au détriment de ceux du camp de gauche? C'est pas mon impression. Avez-vous le sentiment? Le camp de gauche, c'est qui? Le camp de droite, c'est lequel? Est-ce qu'on peut avoir... C'est les 2 camps, vous le savez très bien. Donc tout le monde est dédommagé? Ah, tout le monde est dédommagé? Vous me l'apprenez. Je pose la question. Bien entendu, si nous devons dédommager les 2 camps, si nous devons dédommager les victimes, eh bien, les victimes des 2 camps doivent être dédommagées. Écoutez, les gars, je connais des gens à Bouaké qui ont passé leur temps, pauvres instituteurs, à bâtir 30 ans leur vie. La rébellion est venue ruiner leurs espoirs et leur vie en une seule journée. Aujourd'hui, ils sont devenus des loques humaines. Ils sont livrés à eux-mêmes. Personne ne pense à cela. Cela aussi sont les premières victimes. Mais si on ne peut pas le faire pour tous, au moins il faut mettre un trait sur le passé. Si nous voulons construire l'avenir de nos enfants, c'est vrai, il y a eu des victimes. C'est vrai, il y a eu des dégâts. C'est pour ça qu'il faut nous mettre en garde contre la guerre. Ne faisons pas la guerre. Parce que quand on a fait la guerre et qu'on a tué, il est difficile après de passer à autre chose. La guerre est venue, on a fait la guerre. Maintenant, on doit faire la paix et construire l'avenir. Mettons une croix sur le passé,
en décrétant simplement une amnistie générale, de sorte que, sans l'effacer définitivement ce passé-là, de temps en temps, on y jette un coup d'œil, mais avançons. Le plus important, c'est la vie de ceux qui ont eu la chance d'être survivants. Monsieur le candidat, il y a déjà une amnistie générale. Oui, pour qu'elle s'applique. Vous allez encore en décréter. Pour qu'elle s'applique. Il faut décréter indéfiniment des amnisties générales. Il faut qu'elle s'applique. Décréter, c'est une chose, il faut l'appliquer. Mais c'est appliqué. D'accord. Et nous en sommes encore là au débat. D'accord. Merci. Jacques Alban. Alors, monsieur Conan Bertin, on parle maintenant de cette réconciliation. Vous avez parlé des hommes politiques. C'est vrai que la mésentente entre les hommes politiques a forcément un impact sur le bas peuple, concrètement sur ce terrain. Tout à l'heure, nous parlions de votre personnalité. Vous êtes à la fois Dida et Baoulé. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour que les Ivoiriens réapprennent à vivre dans la cohésion sociale sur le terrain? Je crois l'avoir dit. D'abord, j'ai un principe qui m'est cher. Moi, je ne suis pas en politique pour me faire des ennemis. En Côte d'Ivoire, je peux avoir des adversaires. Comme c'est le cas en ce moment, ça va durer le temps que ça va durer. Le samedi, ça prend fin. Je peux avoir des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Blé Goudé et moi, nous nous parlons régulièrement. Ahmed Bakayoko est un ami, même un grand frère. Mabri Touakeus, quand je veux manger la sauce feuille, je vais chez lui. Et je peux vous citer comme ça beaucoup d'exemples. Donc moi, je parle pour là à ce niveau-là. Je dis, nous les hommes politiques, nous devons donner le bon exemple. Le bon exemple, parce que généralement, nos militants exécutent nos mots d'ordre et nous suivent. Mais si nous leur donnons au quotidien, eh bien, l'idée que nous sommes donc des amis, que seules les idées peuvent nous diviser, ils n'auront pas besoin de s'engueuler, de se donner la mort mutuellement. mutuellement. Donc, il faut qu'on donne l'exemple, nous-mêmes, par des actes concrets. La réconciliation, comme vous le disait pour la paix, ici ne peut pas être un vain mot, mais il faut que ce soit un comportement de tous les jours, de tous les responsables, de chaque responsable politique. Excusez-moi. Oui, on va vous permettre de le faire en attendant qu'on vous apporte on peut continuer. Un verre. Justement, vous parlez de ces hommes politiques, mais est-ce que finalement, ils ne prennent pas la question de la réconciliation nationale comme un fonds de commerce politique? Parce qu'il n'y a pas trop de caprices finalement dans la classe politique. Non, non, non. Ce qui est en cours aujourd'hui, c'est simplement l'ego. Entre nous. Entre nous. Non. C'est une question d'ego. Ce n'est pas que ça devient un fonds de commerce, c'est une question d'ego. C'est tout. C'est-à-dire quoi? C'est une question de rancune, de revanche, de vieilles querelles qui remontent à la surface, des anciens qui veulent devenir chef d'État. C'est égo, vous pensez à qui? Ben, le tout se résume à quoi? Vous avez 3 aînés qui ont pris la classe politique en otage. Voilà, okay. Regardez bien le cycle. À chaque élection, il y en a 2 qui se mettent ensemble contre l'autre. À chaque élection, 2 se mettent ensemble contre l'autre. Et toujours, leur union se solde par une division, mais plus farouche. Parce que ces unions-là sont d'abord opportunistes. Et ces unions-là ne sont guidées que par leurs intérêts. Ils ne se mettent pas autour de valeurs pour un peuple. L'idée, c'est de dire il faut se venger d'un individu. Et on noue les alliances, on les dénoue par la suite quand nos intérêts ne sont plus les mêmes. C'est à cela qu'on assiste depuis plus de 27 ans. Mais ce n'est pas une façon de faire. Je dis, ben, ce logiciel-là, il faut maintenant le rayer. Est-ce que vous pensez que la mise à l'écart ou à la retraite de ces 3 personnalités apportera la paix à la Côte d'Ivoire? Franchement... Est-ce que le problème, ce sont vraiment les hommes? Je pense que ça fera du bien à la Côte d'Ivoire. Alors, on va aborder la question de la sécurité, les questions de défense. Est-ce que le candidat a prévu des réformes, a des propositions sur ces 2 questions? Vous savez combien on sort de guerre? Il faut donner à la Côte d'Ivoire une armée véritablement républicaine, une armée disciplinée, pas forcément pléthorique, bien équipée, bien entraînée. Parce que mon souci premier, c'est de sécuriser le territoire. Un chef d'État
Un président élu, sa première mission, c'est la sécurité du territoire, des personnes et des biens. Quand vous échouez là, vous avez trahi le peuple. La Côte d'Ivoire a besoin d'être en sécurité, simplement par le savoir-vivre avec le voisinage. Vous savez, en Afrique, et surtout dans nos pays là, nous avons tellement de défis à relever, beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire. Houphouët-Boigny, c'est un choix qu'il a opéré. Il n'a pas jugé utile d'engloutir l'argent du pays dans l'achat des armes. Il suffit de vivre en bonne intelligence avec ses voisins, faire en sorte que règne sur le territoire, à l'intérieur, une paix intérieure. Et puis bon, le reste, le plus important, c'est comment on éduque nos enfants. Quand ils sont éduqués parce qu'ils ont un diplôme, comment ils se construisent une vie parce qu'ils ont un emploi? Comment ils peuvent se soigner et améliorer donc l'espérance de vie? Je crois que la vie se résume à ça. La vie se résume à ça. Avoir une vie paisible. Travailler, se nourrir, se construire, se rendre utile à sa société. Pour cela, il faut veiller à ce que le territoire soit sécurisé. Donc c'est une question prioritaire. Il y a le djihadisme à nos portes. Une solidarité dans nos actions, dans les synergies d'action, est indispensable. Parce qu'il ne faut pas souvent trop rire du malheur du voisin. Parce que quand le feu commence à côté, il n'est pas exclu que ça arrive à votre niveau. Donc une solidarité s'impose entre nous. Nous sommes, après tout, dans la sous-région. Nous sommes dans des communautés de destin. Nous avons tout en commun. Le marché, la culture, notre histoire, notre présent, notre futur. Nous avons une sous-région à construire, un continent à bâtir. Donc, à ce niveau-là, la solidarité s'impose entre nos peuples. Alors, quand on a fini de parler de la sécurité, en économie, ça va mieux quand on a la sécurité. On va aborder alors les questions économiques. Nous sommes en crise sanitaire mondiale. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas. Notre croissance en 2019, c'est 6,2%. Les projections de 2020, c'est autour de 1,8%. Donc il y a une chute de la croissance économique. Quelle est la recette de Kwadwo Konan-Bertin pour relancer l'économie post-Covid? Évidemment, une crise comme celle-là a forcément une répercussion sur l'économie. Et puis, un pays comme la Côte d'Ivoire, où l'économie est donc dominée par le secteur informel, encore plus. C'est pourquoi il faut des actions vigoureuses. Nos petits commerçants, nos petits artisans ont besoin d'être assistés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il y a des mesures urgentes à prendre. Dans un premier temps, je dis, il faut soutenir donc nos secteurs privés, ceux qui donc créent les emplois. Vous savez, en Côte d'Ivoire, vous avez ces grands donc qui donc ont les grands marchés avec l'État. Et je dis qu'il faut imaginer une taxe de solidarité. Ceux qui gagnent beaucoup plus parce qu'ils ont les grands contrats avec l'État de Côte d'Ivoire doivent se montrer solidaires, n'est-ce pas, des plus petits, qui eux aussi ont besoin que l'État paye leurs dettes. La dette intérieure est trop élevée. Des petits entrepreneurs en Côte d'Ivoire à qui l'État doit de l'argent, et quand on ne paye pas, comment ils payent eux, leurs employés? Comment ils assurent donc les dépenses quotidiennes? Il faut donc faire en sorte d'imposer. Imposer, non. De négocier, d'obtenir une taxe de solidarité qui permette donc aux plus grands, qui ont les grands marchés, les grands contrats avec l'État de Côte d'Ivoire, d'être solidaires des plus petits. Je dis que je vais revoir le code de l'investissement en Côte d'Ivoire. Un code d'investissement, bien sûr, bien étudié, un en faveur du secteur informel, un autre en faveur des PME-PMI, ainsi donc pour créer une sorte envoyer un bol d'air frais, qui permette donc à notre économie donc de supporter donc les affres donc de cette crise sanitaire et puis se repositionner. On a regardé avec beaucoup d'attention vos réformes, notamment au niveau fiscal. Vous dites que vous allez instaurer 3 types de taux différenciés pour l'impôt synthétique. 15% pour les TPE, les très petites entreprises, 20% pour les PME et 24% pour les grandes entreprises. Quelles sont les implications de cette réforme? Mais ça traduit déjà ce que je m'ai pensé tout à l'heure exprimé. J'ai dit que les grandes sociétés qui ont des grands contrats, par exemple avec l'État de Côte d'Ivoire, doivent pouvoir être solidaires et doivent payer un peu plus pour permettre aux plus petits, n'est-ce pas, de respirer
pour faire face aux difficultés qui sont les leurs. Il faut faire en sorte de faire émerger une classe moyenne en Côte d'Ivoire. D'Ivoiriens, vous savez, c'est bien. Nous avons 2 noms en Côte d'Ivoire que nous connaissons très bien, Bolloré, Bouygues. Mais ils ont été construits en France. Et il faut la fierté de la France. J'aimerais bien voir aussi, parce qu'une volonté politique affichée accompagne le secteur des entrepreneurs, promouvoir justement les champions nationaux. Les champions nationaux qui fassent leur preuve ici, de sorte que leur société soit aussi compétitive à l'international. La Côte d'Ivoire a besoin de reprendre sa part de marché à l'international. Nous avons été pendant longtemps, et nous le sommes encore d'ailleurs, nous sommes toujours dépendants à l'exportation du prix de nos matières premières, dépendants à l'importation du prix des produits manufacturés. Il faut que ça cesse. C'est pour ça que plus tard, quand on va progresser, je propose donc que si la Côte d'Ivoire a été ce qu'elle a été grâce, n'est-ce pas, à l'industrie du cacao et du café, il faut maintenant que nous passions à l'industrialisation, qui nous permet donc de transformer nos matières premières, nos produits sur place, par des usines que nous créons ici même, qui emploient nos jeunes, qui donnent du travail et qui combattent donc la pauvreté de façon efficiente. Concrètement, monsieur le candidat, vous avez parlé tout à l'heure de susciter les champions nationaux, à l'exemple du Nigeria, qui a aujourd'hui ses milliards nationaux, qui tire donc, qui essaie de s'approprier l'économie nationale, l'économie du pays. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour susciter ces champions nationaux qui sont le plus souvent écrasés par les capitaux des multinationales qui arrivent, qui écrasent tout? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour susciter ces champions nationaux là? Je dis, il y a une volonté que l'État doit afficher pour accompagner ce secteur. Comment? J'ai parlé d'entrée de jeu, de revoir nos dépenses publiques, diminuer donc le train de vie de l'État, faire en sorte que l'argent soit réorienté vers des secteurs productifs, encourager donc nos secteurs privés en épurant déjà la dette intérieure, booster leurs activités en impliquant l'État lui-même, faire en sorte de leur accorder les marchés dans leur propre pays. Une fois qu'ils ont les marchés, une fois que tout est payé, quand on a revu donc la fiscalité, de sorte que ça ne pèse pas, vous savez, trop d'impôts tue souvent l'impôt. Une fois qu'on a créé des conditions pour leur faciliter la vie, pour qu'ils puissent travailler aisément, et je leur dis, moi j'ai une condition, tout ça je le fais, ma condition qu'ils emploient les jeunes, qu'ils créent de l'emploi, et pour les jeunes. De cette façon-là, nous pouvons aider à booster leurs activités et arriver donc à promouvoir ces champions nationaux dont j'ai parlé en introduction. Benoît Elie. On a parlé souvent des PME qui font 80% du tissu économique, mais il y a le problème souvent de l'accès au financement. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Concrètement, est-ce que vous allez mettre en place un fonds? Qu'est-ce que vous allez mettre en place véritablement pour pousser ce tissu économique à être un peu plus émergent? Bien sûr, quand vous allez dans les détails, vous verrez bien qu'il y a un fonds spécifique. Quand j'ai allégé la fiscalité, quand je fais payer moins, je mets en place un fonds spécifique pour accompagner ce secteur privé. Quand j'ai créé donc... on va vous permettre justement de le faire. On va rester sur la question de la fiscalité et revenir sur ces implications que cela pourrait avoir, sur ces différentes réformes que vous entendez entreprendre pour le secteur privé, pour l'inciter davantage à contribuer à la richesse. Alors, vous parlez d'un fonds que vous allez mettre en place. PME. Il s'agit de quel genre de fonds, à qui il est destiné? Comment vous allez recueillir les fonds pour justement je vous ai parlé d'une démocratie participative. Hier, j'étais devant le patronat ivoirien. Ils m'ont même remis leur livre blanc. À ceux-là, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Ils savent tout, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin dans ce secteur. Vous êtes président, d'abord la première des choses, leur responsable doit être responsabilisé tout de suite, de sorte que dans les discussions, dans les échanges, nous mettions en place tous les mécanismes possibles qui font avancer chaque secteur. Secteur après secteur, par ce dialogue permanent que nous instituons entre les populations et le pouvoir politique, nous créons la confiance et nous mettons en place le mécanisme. Il y a un fonds de solidarité qui est mis en place. Je vous indique également qu'il y a une taxe que je perçois sur ceux qui gagnent plus,
qui est donc vient en solidarité des autres. Je vais alléger la fiscalité, faire en sorte que ceux qui gagnent peu payent moins au niveau de l'impôt. Quand j'ai créé toutes ces conditions-là, je pense qu'on est donc à l'écoute de ce secteur qui pour moi est vital. Pas d'entrepreneurs, pas d'emploi, pas de richesse. Et donc la Côte d'Ivoire a besoin de ce secteur, il faut l'aider et l'État doit l'accompagner. Alors, est-ce qu'il y aura des facilités en faveur de ces PME au niveau de l'acquisition des marchés publics, par exemple? Mais bien sûr, c'est ce que j'ai indiqué, au lieu de me répéter. Et là, comme je fais, il faut faire en sorte que les nationaux aient même accès au marché. S'ils n'ont pas accès au marché ici dans leur pays, où voulez-vous que ce soit facile pour eux? Donc, on leur fait les facilités, bien entendu, pour qu'ils aient accès à ces marchés. Si ce n'était pas le cas jusqu'à présent, en tout cas avec moi, il faut que les gens se préparent à ça. Parce que la question des PME, c'est peut-être l'accès au marché, oui, mais surtout au financement. Au financement pour permettre non seulement, quand ils ont les marchés, de les exécuter. Bien entendu. C'est tous ces mécanismes que j'ai indiqués. Mais le fonds, c'est pour les PME, c'est pour tout le secteur privé. On n'arrive pas vraiment à... Mais le secteur privé, vous faites une différence entre les PME et le secteur privé? Non, je veux dire spécifiquement. Alors, donc, le fonds que vous mettez en place, c'est pour qui exactement? Le fonds qui est mis en place, c'est pour accompagner le secteur privé. Quelle est la place à l'intérieur du secteur privé, vous avez donc une sorte de catégorie. Vous avez les très petites entreprises, vous avez les PME, les PMI, en fonction de leur caractère. En fonction de leur caractère, ce fonds-là est destiné à les accompagner. Nous apprécions au cas par cas comment on mesure le niveau d'accompagnement pour tel ou tel secteur. Parce que mon objectif, c'est donc de booster leur activité, de leur permettre de respirer sur leur propre sol et d'entreprendre et d'accroître leurs activités. Si on comprend bien votre politique fiscale, c'est la réduction de l'impôt. Je dis la réduction de l'impôt, faire payer moins à ceux qui ne gagnent pas beaucoup, bien Là entendu. où actuellement on parle d'élargissement de l'assiette fiscale, est-ce que vous ne risquez pas justement d'avoir un déséquilibre au niveau du budget? Je vous ai dit d'entrée de jeu que trop d'impôts tue l'impôt, non? Il y a des gens la tendance actuelle, c'est élargir l'assiette fiscale. Oui, mais il y en a qui, entre-temps, à côté, qui gagnent plus, qui payent moins et qui ne payent même pas du tout. Il faut faire régner dans ce secteur également la rigueur, la transparence. Vous n'appauvrissez pas l'État avec cette réforme fiscale? Non, pas du tout. Cette suppression d'impôts tous azimuts, on va dire. Bien au contraire. Bien au contraire. Alors aujourd'hui, le secteur informel, tout le monde a bien envie qu'il soit formel. Donc il y a ces chantiers à faire. Est-ce que le candidat a prévu justement des propositions, a prévu des actions à mener dans ce sens? Parce que vous parlez de création d'emplois, ça passe aussi par ce secteur informel qui devient évidemment formel après. Toutes les mesures d'allègement que j'ai proposées de la fiscalité ont comme pour objectif justement de faciliter l'accès au crédit, de faciliter l'activité du secteur informel, de faire en sorte qu'ils puissent accroître leurs activités et quitter finalement le secteur informel pour s'installer dans le secteur formel de façon durable. Alors, Charles Cablan? Alors, parler de sortie du secteur informel pour normaliser donc ces activités-là. Depuis 1960, depuis l'indépendance, on parle du secteur informel, monsieur le candidat. Oui. Tous ceux qui ont dirigé ce pays, on parle de secteur informel. On n'arrive jamais à transformer ce secteur informel, à le normaliser. Est-ce que vous allez apporter une touche spéciale? Comment? C'est là qu'intervient la volonté politique. C'est là qu'intervient la volonté politique. On est tous d'accord que le secteur informel apporte beaucoup, mais il faut normaliser cette activité-là. Mais bien entendu, c'est pour ça que j'ai dit que c'est là qu'intervient la volonté politique. Oufoué voulait qu'en 10 ans, 20 ans, avoir beaucoup de cadres. Il en a fait une priorité. Ça a été toute sa volonté à accompagner cette priorité. Je dis, la Côte d'Ivoire, désormais, grâce à l'industrialisation, grâce à la performance du secteur privé, doit donc donner de l'emploi et donc créer la prospérité. Il faut donc afficher une volonté politique qui accompagne ce secteur et l'amène à sortir donc de l'ornière. Je dis bien, je vais afficher à ce niveau-là une volonté politique et faire en sorte que les moyens de l'État soient orientés de façon à leur permettre de sortir donc de l'ornière. Parce que je sais que ce secteur-là, s'il se porte bien, la Côte d'Ivoire entière en profitera.
Est-ce que vous prévoyez, par exemple, une réforme budgétaire où vous avez des poches de dépenses prioritaires et quelques secteurs que vous visez à faire relever? Écoutez, puisque tout est lié, quand on va aborder les questions de l'enseignement, aujourd'hui tout le monde se plaint du niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Donc je dis, il va falloir dégager des priorités. Parce que pour l'instant, ma priorité c'est la paix, la stabilité, la réconciliation. Une fois que ce secteur-là est maîtrisé, on ne va pas éternellement rester dans ça. Une fois que ce secteur est maîtrisé, il faut reprendre l'école, la formation. Donc, revoir le sens de l'orientation du budget de l'État, des moyens de l'État. Vous savez qu'aujourd'hui, même au niveau primaire simplement, 4 enfants sur 10 ne terminent pas leur cycle primaire, leur cycle secondaire. D'accord, on va arriver à l'éducation. Et donc, pour le moment, dégager des priorités. Dans le budget. Mais bien entendu, puisque je sais que l'économie, c'est l'épine dorsale, le secteur privé, l'industrialisation, vont être également, pour moi, une priorité. Parce que je dis, il est temps que la Côte d'Ivoire sorte de la logique de l'exportation systématique de ces matières premières. Je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'exportation. Nous sommes donc dépendants du prix à l'exportation, parce que nous ne sommes pas maîtres du prix de nos matières premières. Ceux à qui on vend les transforment. Quand ils vont nous revendre, nous sommes également dépendants. Vous voyez bien. Donc, je crois que maintenant, il faut faire en sorte que la priorité soit accordée à l'industrialisation, faire en sorte que nous puissions donc transformer nos matières premières sur place, leur donner la qualité nécessaire, de sorte que nous soyons maîtres de leur prix, du prix de nos matières nous-mêmes. C'est en ce moment-là qu'on peut véritablement négocier notre indépendance. Cette valeur ajoutée, on l'a toujours dit depuis les indépendances, transformer nos matières premières. Mais comment? C'est là la question. Est-ce que ce n'est pas ce qui se fait actuellement aussi? Est-ce que ce n'est pas un processus déjà? D'abord, il nous dirait comment il compte le faire. D'abord, il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'est quand même pas isolée. Il y a un système mondial qui donc régit toutes ces choses. Je ne pense pas que tous ceux qui nous ont dévancés à ce niveau-là n'ont pas pensé justement à ces choses. Le grand Houphouët-Boigny, que nous connaissons tous avec son génie, savait très bien que notre indépendance dépend de ça. Il a même dit, j'ai ouvert les chantiers, c'est à vous de les élargir. Et Houphouët a dit avant de mourir, vous ne serez véritablement indépendant que lorsque vous réussirez à transformer sur place nos matières premières. Il a même fait créer Ivoire Café. Ça veut donc dire que l'autre étape du processus de développement de la Côte d'Ivoire, la mort l'a fauché, c'est justement, le temps est arrivé que nous passions maintenant à la phase d'industrialisation. Et il faut imaginer tout ce qui peut l'être pour qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai parlé en 2015 de détaxe, de faire en sorte d'attirer les capitaux étrangers. J'ai donné des exemples précis ici, le cas du manioc, le cas de l'attiéké. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Et comment on peut procéder ainsi donc pour y arriver effectivement? C'est la question que nous vous posons. Comment on fait pour y arriver? Sur la question spécifique de l'attiéké, vous avez... Non, on reviendra à la question de l'attiéké. Comment on fait pour y arriver? C'est par l'emprunt. Mais l'emprunt aujourd'hui, sur la planète, c'est difficile. Mais après, il faut faire en sorte d'attirer les capitaux en Côte d'Ivoire par la détaxe, la défiscalisation, faire en sorte que ceux qui ont de l'argent pour construire, parce qu'on a bâti la paix chez nous, parce que les conditions, l'environnement des affaires donc est propice, nous puissions donc attirer donc les capitaux étrangers qui nous permettent d'installer sur nos sols des usines. Comme vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous avez déjà pris quelques attaches. Vous savez où est-ce qu'on peut avoir ces financements? J'ai déjà fait des études dans ce domaine-là. J'ai même donné un exemple en 2015. Allez-y à l'aéroport. Bon, nous sommes en 2020, il faut quand même actualiser. Allez-y à l'aéroport. Air France va décoller. Dépêchez-vous de l'attendre à l'atterrissage. Surtout pas de publicité. Non. C'est l'avion. Dépêchez-vous de l'attendre à Roissy. Quand on va sortir toutes les valises en soute, là, ouvrez-les toutes. Dans toutes ces valises, il n'y a que de la tchéké. J'explique aux Ivoiriens à longueur de journée. Il y a un riz qu'on appelle le riz thaïlandais. Qui c'est qui ne connaît pas ce riz thaïlandais? Il se vend sur tous les marchés. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Mais pourquoi il porte le nom thaïlandais? Parce qu'il y a un pays qui fait ce riz-là, qui le produit. Chaque fois que vous payez 1 kilo de riz thaïlandais, j'imagine que la Thaïlande a au moins un bénéfice sur ce riz-là, à l'échelle mondiale. N'allons pas loin.
Le café, le cacao. Il y a 20 ans, quel est l'Ivoirien qui consomme le café et le cacao? Nous le produisons, les autres le consomment et c'est de ça que nous vivons. Mais si on peut donc faire vivre la Thaïlande en payant son riz, pourquoi la Tchéké, qui est un mets donc préféré de pratiquement toute la planète, made in Côte d'Ivoire, tout le monde connaît que c'est notre identité. Pourquoi ne pas en faire une activité industrielle soutenue par l'État, avec les marchés que nous recherchons nous-mêmes, par des contrats avec d'autres continents, de sorte donc à les produire et être sûr d'écouler donc le marché. Si toutes nos femmes à l'épée, à Boisseau, elles vont tous produire la Tchéké pour que la Tchéké se retrouve sur le marché de Yopougon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Concrètement, comment vous réalisez sur la Tchéké, Benoît semblait avoir une question. Oui, justement, concrètement, comment vous réalisez cela? Comment vous montez cette unité de fabrication à l'échelle industrielle de la Tchéké? Imaginez un exemple simple. J'ai pris un premier exemple avec un pays, la Chine. Ils sont très nombreux. Je crois qu'ils ont des problèmes de terre. Nous avons des terres ici, fertiles. Nous pouvons cultiver le manioc. Et si nous mettons en place un partenariat avec la Chine pour leur dire que nous sommes capables de leur fournir la Tchéké, à condition qu'ils nous aident à implanter des usines en Côte d'Ivoire pour produire cette Tchéké-là. À coup sûr, chaque usine en Côte d'Ivoire qui produit 500 tonnes, 1000 tonnes d'Atchéké, vous savez très bien que ça va atterrir dans une province chinoise, payée d'avance. Je connais des Ivoiriens ici qui ont des usines d'EVA. 5 ans avant, toute la production était achetée, payée déjà par Michelin. Mais alors, c'est la même chose. Nous produisons de cette façon-là. Si la Chine nous permet, pour ce seul exemple que je prends, de monter une centaine d'usines, là où il y a une usine, les femmes se précipitent pour faire un champ de manioc. Est-ce qu'une femme a besoin d'avoir des diplômes pour avoir un champ de manioc? Si elle est persuadée que dès qu'elle produit le manioc, il y a une usine à 200 mètres qui va donc acheter, elle le fait parce que c'est payé. Celle qui prend le manioc qui va à l'usine, elle sait que sa production, une fois qu'elle fait la Tchéké, il y a une machine ou du moins un bateau qu'elle prend pour aller en Chine, c'est déjà payé. Mais alors, nous améliorons donc le train de vie de ces dames de façon définitive. Nous construisons donc là la prospérité en créant des emplois sur toute la chaîne, depuis celle qui fait le manioc au champ, jusqu'à l'usine, jusqu'à l'exportation. La dernière question sur l'économie. Oui, sur la Tchéké, notre Tchéké nationale, on sent que ce projet vous tient vraiment à cœur. Vous en avez fait l'égérie de votre programme en 2015. Est-ce que, avant que M. Konan Bertin accède au pouvoir d'État, est-ce que vous avez suscité un projet pilote quelque part en Côte d'Ivoire concernant la Tchéké? Je n'ai jamais dit à un Ivoirien que je veux faire un projet pilote. Donc je vous demande. Non, il faut que ce soit clair. C'est un projet qui vous tient à cœur. Oui, est-ce que vous avez essayé de faire un projet pilote pour voir, en attendant que vous soyez président de la République? Je n'ai pas encore monté d'usine, mais le manioc, ça c'est ce que nous cultivons tous les jours, les champs de manioc. Et donc, il n'y a pas à faire un projet pilote. Il y a à dire à un peuple, voici ce qui peut apporter de la richesse. Houphouët-Boigny l'a fait. Vous avez une idée? Est-ce que vous avez essayé? Vous avez commencé à mettre cette idée-là en pratique? Je connais beaucoup de dames qui me félicitent dans les rues quand elles me voient simplement parce que, pour avoir évoqué ça, elles, disons, elles se sont impliquées et aujourd'hui, elles sont nombreuses qui s'en sortent et rendent témoignage tous les jours. Vous voulez dire que l'idée seule suffit? Peut-être? Je pense bien parce que quand même, les Ivoiriens sont à notre écoute. D'accord. On passe à la prochaine étape. Ce sont les questions liées à la société. On va d'abord s'intéresser au secteur éducation-formation. Il y a plusieurs solutions que vous proposez dans ce domaine. Et vous avez indiqué dans votre projet que le taux de scolarisation n'est pas un indicateur de performance. Pourquoi vous dites cela? Écoutez, vous vous rendez bien compte aujourd'hui, on a des taux sur fait. Est-ce que tout ça reflète la réalité? Si on s'en tient au taux qu'on nous indique, on n'a pas de plainte à se faire. Attention, regardons de plus près les problèmes et apportons les solutions idoines. Moi, je dis, je vais faire en sorte que, désormais, là où 4 enfants sur 10 ne terminent pas son cycle primaire, ou secondaire plutôt, il faut faire en sorte de soutenir nos enfants. Vous savez, Houphouët-Boigny,
Houphouët-Boigny qui voulait donc relever le niveau à ce niveau-là. Il y a investi l'argent de l'État. Vous savez très bien. Aujourd'hui, on se plaint des diplômes. On se plaint de ce milieu-là. Mais quand vous voyez un enseignant qui lui-même vit dans des conditions précaires, qui n'inspire même pas pour que l'élève le prenne en modèle, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel enseignant? Vous arrivez à l'école, dans une petite classe, vous avez 100 élèves, avec un seul instituteur qui a la charge de 100 élèves. Qu'est-ce que vous pouvez attendre comme résultat là? Après ce constat, qu'est-ce que le candidat propose? Ah mais bien sûr, je dis bien que je vais reprendre l'investissement massif pour relever le niveau, n'est-ce pas, de l'enseignement en Côte d'Ivoire et faire en sorte que nos diplômes recommencent à rivaliser avec ceux d'ailleurs. Il faut faire en sorte de motiver le personnel enseignant en améliorant donc leurs conditions de vie. Il faut faire en sorte que désormais, tous ceux qui doivent enseigner nos enfants à l'école primaire passent obligatoirement par le CAFOP, qu'ils fassent leur cycle, leur enseignement au CAFOP. Je ne peux plus enseigner, recruter des enseignants bénévoles. Le CAFOP existe pour ça. Il faut recruter. Que les gens aient le niveau. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas un niveau Bac plus 2 au moins. Quand on passe par le CAFOP... Pour entrer au CAFOP? Ah oui, bien sûr. Nous, quand vous étiez élève, quand vous avez le baccalauréat, soit vous allez à l'université, soit vous allez au CAFOP. Et ceux qui allaient au CAFOP étaient fiers d'y aller. Et quand ils sortaient du CAFOP, ils allaient enseigner, ils étaient fiers d'aller à l'enseignement. Mais aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? Ceux mêmes qui sont recrutés pour enseigner nos enfants, leur niveau laisse à désirer. Et ensuite, quand tout cela est fait, il faut faire en sorte que nous fassions construire beaucoup de bâtiments à proximité des populations. Oui, l'école, ça doit être notre priorité. On a des collèges de proximité aujourd'hui. Oui, l'intention, ça a commencé. Il faut aller plus loin. Il faut le faire. On a des problèmes et pourtant, les problèmes demeurent toujours. Je dis, il faut une volonté qui accompagne tout ça. Et puis après, je dis, tous les enfants de ce pays, quand ils ont fini leur cycle secondaire, ils ont droit à des études supérieures. Mais un enfant qui est orphelin, parce que son père est mort dans la guerre, sa pauvre mère veuve qui vend du Nyamankougi à Pekeka, qui veut aussi aller à l'école, faire l'université, comment il procède quand il n'a pas de connaissances à Abidjan? Il faut que l'État de Côte d'Ivoire institue un fonds spécial qui finance les études supérieures. De sorte que l'élève ou l'étudiant qui donc en bénéficie, une fois qu'il a fini son cycle, une fois qu'il a un emploi, 10 ans après, se met à rembourser. De sorte que d'autres puissent eux aussi emprunter ce prêt-là. C'est un prêt obligatoire. Comment on alimente ce fonds? Vous êtes deux à poser les questions. Charles? Oui, comment on alimente ce fonds, monsieur le candidat? Mais pour alimenter ce fonds, ce n'est pas sorcier. Comment? Si j'appuie l'industrialisation, si j'engrange beaucoup d'argent parce que j'ai donné une plus-value, une valeur ajoutée à nos matières, à nos produits, ça produit forcément de l'argent. Quand j'ai relevé le niveau de vie du secteur privé, ça produit de la richesse. Quand justement j'ai demandé une taxe de solidarité aux grandes entreprises, ça produit de l'argent. Quand j'ai amélioré le niveau de fiscalité dans le pays, oui, j'ai fait des économies. Quand j'ai réduit le train de vie de l'État de Côte d'Ivoire, oui, j'ai fait de l'économie. Je peux orienter cet argent-là. Je vous ai parlé des postes budgétivores dans ce pays-là, avec beaucoup d'économies. Je peux, de cette façon-là, réorienter l'argent vers des secteurs qui apportent beaucoup plus de vitalité au corps social. Et comment se fait les remboursements? Comment se feront les remboursements pour réalimenter le fonds? Parce qu'il faut que ça... Il y a quand même un système qui est mis en place. C'est lequel? Pour gérer tout ça. Quand je crée le fonds, il y a bien quelque chose qui le gère. Et chaque enfant est suivi. Ils sont tracés, ils sont suivis. Quand vous avez bien éduqué vos enfants, voyez-vous, il y a des choses qui sont extraordinaires. Vous allez en Europe, quelqu'un a besoin de prendre du carburant, il va lui-même à la pompe, il se sert et il va payer. Il n'est pas tenté de fuir. Ça, c'est l'Europe. Ça, on est en Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est le même cerveau que nous avons. Il faut donc éduquer. Il faut éduquer nos enfants. Je dis, ce que nous vivons là, en Côte d'Ivoire, le plus souvent est lié à notre mentalité. Il faut que ça change. L'Ivoirien nouveau, dont je parlais déjà en 2015, c'est encore d'actualité.
l'Ivoirien qui apprend à respecter ce qui n'est pas à lui, le bien public. L'Ivoirien qui n'apprend pas à voler. L'Ivoirien qui ne ment pas. L'Ivoirien qui n'agresse pas, qui est sociable. L'Ivoirien qui sait ce que c'est que la discipline. Il sait qu'il a pris une dette. Il faut qu'il paye pour que d'autres après lui puissent continuer. On n'a pas besoin de forcément de lui faire la police parce qu'il a été éduqué pour ça. Oui, mais c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle d'Ivoirien nouveau. Donc vous êtes dans la continuité. Mais bien sûr, ce n'est pas l'heure, l'Ivoirien nouveau. Il faut le construire à travers des programmes que je vais instituer, même à l'école. Quelqu'un me demandait hier, faut-il enseigner l'histoire de la guerre à nos enfants? Oui, c'est notre histoire. Faut-il enseigner l'histoire de la rébellion à nos enfants? Oui, c'est notre histoire, il faut qu'ils le sachent. Monsieur Conan-Bertin, pourquoi il faut qu'ils le sachent pour que demain, ils ne soient pas tentés eux aussi de prendre les fusils pour se faire entendre dans leur pays? C'est notre histoire. Concernant toujours l'école, il y a en ce moment un sujet qui fait débat. Il s'agit des COGES, les frais annexes dans les écoles. Quelle sera votre solution? Cela fait l'objet d'une grève récemment. C'est ça nos mentalités. Au départ, quand on créait ce COGES-là, c'était de l'argent pour accompagner, pour aider à régler les problèmes de l'école. Finalement, c'est devenu un business. Voilà les Ivoiriens. Si ça devient un business, il faut le dissoudre. Il faut l'annuler. Et tout le monde se plaint. Quand chacun a l'occasion, eh bien voilà, chacun de nous s'adapte à la situation. Même les parents d'élèves. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu des étudiants là, chacun y trouve son compte. Et les gens ne se gênent pas à faire payer les enfants des autres pour se faire de l'argent de poche. Chacun trouve quelque chose là, toujours une opportunité pour se faire parallèlement de l'argent. Voici notre mentalité. Ça va changer. Vous allez supprimer ces frais ou vous allez améliorer son fonctionnement? S'ils sont utiles, ces frais, il faut les préserver. Mais que ces frais servent à ce pourquoi ils ont été institués. De sorte que ça ne pose pas de problème par la suite. Ça fait combien d'années que ça existe, le COGES et ces fonds? Pourquoi c'est maintenant que ça pose problème? Parce qu'au départ, ça fonctionnait bien. Avec le temps, les gens ont trouvé le temps de corrompre ce secteur. Au niveau de l'enseignement technique, vous entrevoyez également, là aussi, plusieurs réformes. Vous entendez notamment réduire les filières de formation. Qu'est-ce que vous reprochez à ce qui se fait actuellement? Il y a un débat. Tous ceux qui embauchent estiment aujourd'hui qu'il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire que les diplômes que nous décernons donc à nos enfants à la fin de leur cycle ne correspondent pas à ceux dont on a besoin, de sorte qu'il y a encore des sociétés, des entreprises qui cherchent et pourtant nous formons. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut revoir les programmes scolaires. Il faut faire en sorte que nos enfants, une fois qu'ils sont formés, parce qu'il y a une adéquation entre la formation et les besoins du secteur qui emploie, qu'ils ne soient pas formés pour être au chômage. Voilà le sens de cette politique. Vous parlez d'une spécialisation des types de formations par région en fonction des potentialités de ces différentes localités. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui se fait actuellement où on a par exemple le lycée professionnel d'Odiéné, agroalimentaire, on a Daoukro avec le BTP, aquaculture, pêche à Grand Laou. Qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Il faut l'accroître. C'est-à-dire? Il faut l'accroître. Il n'y a que 3 lycées que vous citez. Ce sont des exemples. La Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions. 31 régions. Si vous estimez que ce qui est fait déjà est intéressant, que ça produit des résultats, il faut donc continuer de sorte que dans chaque région, en fonction justement des réalités économiques de cette région, nous adaptions donc la formation. Si on estime que dans une localité, la richesse c'est le beurre de qualité, il faut faire en sorte que les enfants sur place soient formés à maîtriser le beurre de qualité, comment faire pour donc le faire fructifier, comment faire pour le travailler, pour en faire quelque chose qui soit profitable à la nation et même pourquoi pas le vendre à l'étranger. Il faut donc, c'est ce que je veux dire, chaque région a ses réalités économiques, faisons en sorte que la formation tienne compte des besoins de la région, de sorte à pouvoir donc trouver une place tout de suite à nos enfants que nous formons. Quand on a fini de les former, il faut qu'on leur trouve de l'emploi. Donc la question de l'emploi qui occupe une place importante dans votre projet, on l'a vu, mais ça reste quand même une préoccupation pour les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce que M. Kouadio Conan-Bertin prévoit comme mécanisme d'insertion professionnelle pour les jeunes? Je l'ai dit, je le répète. Ici, vous l'avez dit? Oui. Le mécanisme que vous mettez en place? Non, j'ai dit non. Ailleurs, je l'ai dit. D'accord. Je parle d'un constat simple. Et je l'ai dit d'entrée de jeu.
sur 3 Ivoiriens, 2 ont moins de 25 ans. Voilà un pays jeune. Quelle richesse, quel atout pour un pays en voie de développement. Le constat que je fais, et je ne porte pas de gants, il faut que les jeunes aient accès à l'emploi. Aujourd'hui, à quoi assiste-t-on? Presque tous les retraités sont en poste. Et ils sont tout le temps malades. Il ne se passe pas une semaine sans qu'ils ne prennent l'avion pour se soigner avec l'argent du contribuable. Pendant que ceux qui ont la force, qui ont la vigueur, qui sont en bonne santé, sont assis à Yopougon, à Bobo, à ne rien faire. Premier constat. Je suis candidat pour aider les jeunes. Je suis candidat pour rectifier cet état des choses. Quand on a travaillé dans la vie, on a le droit aussi à un repos. C'est un cycle. Faire la place aux plus jeunes. Et après, ça ne sera pas suffisant pour occuper tous les jeunes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je dis, j'accorde une place de choix à l'industrialisation et j'apporterai par une volonté politique affichée le concours de l'État au secteur privé, créateur d'emplois. Je l'ai dit, quand on a créé toutes ces conditions-là, in fine, l'objectif recherché, c'est la création d'emplois pour nos jeunes. Pour nos jeunes. Et les inciter eux-mêmes à se prendre en charge, à être eux-mêmes des créateurs d'emplois. C'est pour ça que je parle de formation étudiée, orientée. On a vécu jusque-là de l'agriculture. Mais il faut passer à sa modernisation, l'agriculture. La moderniser, c'est créer toute une chaîne d'emplois qui accompagne le secteur. Il y a tellement de choses à faire, vous voyez bien, pour occuper nos jeunes. J'en ai la volonté. J'en ai la volonté. Et si les Ivoiriens me font confiance, le samedi prochain, nous nous mettrons tout de suite au travail, avec tout le monde à la fois. Monsieur le candidat, vous avez la volonté de créer des emplois, mais dans l'opinion, pardonnez-moi du peu, il s'est dit que vous-même, vous n'avez jamais travaillé, c'est ce qui s'est dit. C'est votre opinion? Non, ce n'est pas mon opinion. Et pourquoi? Et il a répandu l'idée que vous n'avez jamais travaillé, on ne sait pas pourquoi. Bon, donc, comme vous êtes sur le plateau, je pense que c'est l'occasion. Vous savez, en Côte d'Ivoire, faire la politique, c'est d'abord le milieu de la méchanceté. Je ne peux pas n'avoir jamais travaillé. D'abord, je n'ai pas de problème d'emploi. Moi, je suis le premier fils d'une famille de 6 enfants. Mon père est décédé quand j'avais l'âge de 13 ans. Déjà, j'avais une dizaine d'hectares de cacao. Déjà à 13 ans, je suis planteur. J'ai été à l'école, j'ai eu un diplôme au département d'allemand. Je ne me plains pas, j'étais destiné à enseigner. Oui, je n'ai jamais enseigné. Voulez-vous que je vous dise de quoi je vis à Abidjan? Mais j'ai des biens, j'entreprends, j'ai des activités. Mais alors, Conambertin est planteur. Vous voulez que je dise quoi? Vous êtes planteur. Que telle école est à moi, telle boîte est à moi, pour que demain on aille brûler, c'est ce que vous souhaitez? Devant le patronat, vous avez dit que vous étiez entrepreneur. Est-ce qu'on peut savoir la nature Bien sûr. J'ai dit que je ne trahis pas de secret. Je suis entrepreneur, effectivement. Je suis entrepreneur. Vous êtes dans le BTP, vous êtes... Ne vous pressez pas, vous le saurez. Les Ivoiriens veulent justement savoir aujourd'hui qui ils vont choisir. Le 31, par exemple. Mais ils me connaissent très bien. Et qui travaille dans quel domaine, entrepreneur? Dans quel secteur? Vous voulez que je vous dise tout? Je suis propriétaire de grande école. Je n'en dis pas plus. J'ai été pendant 10 ans conseiller d'Amicha François à la mairie de Port-Beau de Marcory. Je connais des gens qui ont travaillé pendant 10 ans, toute leur vie, ils ont pris leur retraite dans ces fonctions de conseiller. J'ai été pendant 5 ans député à l'Assemblée nationale, ce n'est pas du travail. Vous comptabilisez le mandat des députés comme faisant partie du travail? Et donc, quand je vous explique que je suis planteur, ça ne vous dit rien. Ah bon. Charles Calblanc. Comme vous avez parlé des députés. Alors, monsieur le candidat... Ah donc, le député est un chômeur? Non, pas du tout, mais c'est un donc, poste sélectif. Il est payé à être chômeur, c'est ça le député? Mais c'est un poste sélectif, ce n'est pas un métier. Ah d'accord. Pendant ce temps, les jeunes Ivoiriens continuent de prendre la mer, continuent de mourir en Méditerranée. Selon l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, la Côte d'Ivoire est en 4e position
des pays à fort contingent donc de jeunes qui partent dans cette aventure. Aujourd'hui, la mort atroce dans le désert, dans la mer, ne dissuade pas ces jeunes-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour les maintenir sur place, M. Konan-Bertin? C'est de créer le bonheur dans leur pays. Comment? Les retenir ici en leur trouvant du travail. C'est tout le sens de mon projet. J'ai passé quasiment 1 heure du temps à le développer. Il faut que la Côte d'Ivoire retienne ses enfants en leur trouvant du travail après les avoir formés. C'est pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure une série de mesures en faveur du secteur privé qui crée des emplois. Je vous ai dit ma volonté de passer à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, de sorte que nous puissions être nous-mêmes maîtres du prix de nos matières premières, parce que maintenant on les transforme sur place. Toutes ces mesures visent naturellement à créer du travail, de l'emploi, pour retenir nos jeunes. Bien sûr, s'il y a la paix dans leur pays, s'ils peuvent vivre tranquillement, vaquer à leurs occupations. Le tout, c'est de leur dire qu'ils ont la chance d'être nés ivoiriens. C'est un grand pays, avec tellement de richesses. La nature nous a fait grâce dans beaucoup de choses. J'ai du mal à comprendre comment on peut abandonner un pays comme la Côte d'Ivoire où il pleut 7 jours sur 7, où même la pluie tue. Comment peut-on quitter un tel pays pour aller faire son marché à Dubaï, où il ne pleut jamais? Parce que là-bas, ceux qui y vivent, même quand ils n'ont rien, tout ce qu'ils touchent là, ils font tout pour le transformer. Nous avons tout chez nous, nous ne transformons rien. Voici notre handicap. Quand on a accepté de transformer finalement tout ce que nous avons ici sur place, nous allons comprendre ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Et plus aucun Ivoirien n'aura le souci d'aller ailleurs, c'est plutôt les autres qui vont revenir ici comme par le passé. Qu'est-ce qui est prévu, parce qu'il faut quand même qu'on en parle, qu'est-ce qui est prévu pour les femmes? La question de leur autonomisation. C'est toujours le même sujet. Vous savez, la femme est importante dans la société. Dit-on qu'elle est même le pilier de la société depuis la cellule familiale. Je dis, il faut dans un premier temps, du fait de pesanteur culturelle, beaucoup de femmes dans beaucoup de régions n'ont pas accès à l'éducation. Il faut d'abord qu'elles sachent lire et écrire, savoir compter, avant même qu'on ne tienne compte d'elles dans la société. C'est pourquoi je dis, la première chose à faire tout de suite pour tenir compte de la femme, pour son émancipation, c'est de faire en sorte que toutes les femmes de Côte d'Ivoire à l'âge de 5 ans déjà soient dans le circuit de la formation de l'école obligatoire. Je vais y veiller personnellement et aucune région ne doit pouvoir donc porter entrave à cette volonté que je vais afficher. Une fois que nos femmes savent lire, savent écrire, savent compter, elles doivent prendre toute leur place dans la société. Il faut les associer dans les prise de décision. Il faut leur faire la place. Je vois que dans ce domaine-là, les choses ont bien commencé. Aujourd'hui, dans les grands milieux de décision en Côte d'Ivoire, de plus en plus, dans beaucoup de femmes. Donc la femme, elle n'est pas si lésée que ça. Mais j'estime que dans la vie, tout est combat. La femme elle-même doit se convaincre qu'elle doit se battre pour mériter sa place dans la société. Se donner les moyens de compétir à armes égales avec les hommes. Je pense que dans les moyens et dans les capacités, la Côte d'Ivoire, leur pays, l'État, va les y aider parce que c'est une occupation là aussi, c'est un souci pour nous, c'est une priorité. Vous appelez de pesanteur culturelle à lever, mais ce sont des choses qui ne sont pas toujours faciles. Est-ce que comment vous entendez vous y prendre? Il suffit de le vouloir. De nos jours, comment on peut comprendre qu'une famille peut dire, pour des raisons culturelles, ma fille ne va pas à l'école? Et vous croyez que ça va continuer combien de temps? Non, je pense qu'il faut là encore afficher de la volonté. Il faut expliquer à nos parents. Il faut donc les éduquer à cela. Il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'une femme qui n'a pas été à l'école, ce qu'elle est comme un poids pour la société. Regardez dans nos villes, tous ces enfants aujourd'hui qu'on appelle microbes qui sont en conflit, dit-on, avec la loi, parce qu'ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire, ils trouvent leur vie dans les agressions des autres, parce qu'ils peuvent gagner leur vie. Pourquoi faire beaucoup d'enfants quand on n'a pas les moyens de s'en occuper? Il faut éduquer nos femmes, nos sœurs, d'abord à maîtriser leur corps, à comprendre qu'aujourd'hui, un enfant, c'est un investissement. Regardez vous-même. En Côte d'Ivoire, quand vous prenez les Ivoiriens qui vivent et qui ont un niveau quand même de vie assez respectable, qui vivent à Cocody, qui vivent à la Riviera, ceux-là font le moins d'enfants. Ceux qui n'ont rien du tout, c'est eux qui font le maximum d'enfants. C'est une question d'éducation, parce qu'un enfant
Quand on l'a mis au monde, il faut le prendre en charge. Il faut être capable de l'éduquer pour ne pas qu'il soit un poids demain, comme aujourd'hui, on le voit dans toutes les rues d'Abidjan. Monsieur le candidat, il y a aussi la place de la femme au niveau des postes de responsabilité. C'est un débat permanent. Je voulais savoir au niveau du genre si vous avez une proposition. On parle de 30%. Est-ce que vous passerez carrément à la parité? Je dis, tout se mérite. On ne décrète pas. Voyez-vous, les gens, souvent, ils décrètent les choses. On ne décrète pas. Sur quelle base vous décrétez? Moi, j'ai octroyé 50%. Non. Si demain, je me rends compte que, par exemple, à l'Assemblée, sur 200 députés, 170 femmes ont pu se faire élire. Il n'y a pas à décréter. Il n'y a pas à décréter. Les femmes, je le dis, je le répète, parce qu'on aura créé les conditions de leur épanouissement, doivent se battre pour mériter leur place. Bien sûr, on les accompagne par des facilités, mais en la matière, ça ne se décrète pas. J'entends des gens dire, moi j'accorde 30%. Comment? Elles sont nombreuses ce soir qui vous suivent. Qui sont des électrices. Ce sont des électrices. Ah mais bien sûr. Elles savent bien que je les aime. Elles savent bien que leur cas me préoccupe. La place de la femme, je l'ai dit, elle est le pilier de la société depuis la cellule familiale. Je l'ai dit sur ce plateau. Je dis, je crée les conditions de leur épanouissement. Mais après, quelle est la femme en Côte d'Ivoire qui peut me dire qu'elle est contre le fait que je demande qu'elles se battent pour mériter leur place? Et je dis que les pourcentages ne se décrètent pas. Moi, je ne peux pas savoir d'avance, quand on va faire les élections municipales, combien de femmes seront candidates pour que je dise, j'octroie d'avance 50% aux femmes. Non. Si je me retrouve à une élection municipale avec 200 femmes sur 200 qui sont candidates et qui ont eu la confiance de ceux qui votent, mais c'est bravo, c'est à saluer. On parle aussi des discriminations positives. Est-ce que ça ne peut pas être inclus dans votre stratégie? Vous semblez ne pas vraiment épouser leur cause en ce qui concerne la parité. Non, ne dites pas des choses pareilles. Je ne suis pas pour la discrimination. Je vais bâtir une société de mérite. Je l'ai dit. Je vais bâtir la méritocratie ivoirienne. Et je veux que désormais, chaque place soit méritée. Que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Quand vous devez avoir accès à une place, ce n'est pas du fait du copinage. Parce qu'on a payé un diplôme. Voilà ce que je vais vous dire. Alors, je vais promouvoir une société de mérite. C'est valable pour tout le monde, les femmes comme les hommes. On part du principe qu'elles sont un peu défavorisées dans la société. Donc il faut susciter des lois pour pouvoir les aider à émerger. Qu'elles ont une longueur de retard, peut-être. Oui, on a déjà la parité qui est dans la Constitution. Oui. Bon, d'accord, mais c'est peut-être dans quelques années. Mais je voudrais que le candidat réponde rapidement pour qu'on passe au prochain thème, la santé. Écoutez, moi, je n'ai pas le sentiment que les femmes sont défavorisées. Je dis, tout ce que nous faisons là part d'un principe simple. D'abord, nous avons nos traditions à nous. Nos traditions à nous. Et ensuite, nous sommes dans le modernisme. Il faut faire en sorte de faire des adaptations avec ces deux cultures. J'ai parlé de pesanteur culturelle. Sinon, moi j'ai vu des femmes, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, dominer les hommes. L'intelligence n'est pas le fait exclusif, n'est-ce pas, des hommes. Donc on ne peut pas parler de... Je n'ai pas vu une loi qui dit, en Côte d'Ivoire, que les femmes n'ont pas accès à ceci. C'est, au départ, nous disons en Côte d'Ivoire qu'une femme n'est pas faite pour être gendarme. Une femme n'est pas faite pour être policier, par exemple. Mais de plus en plus, ce sont des choses qui évoluent. Les femmes exercent tous les métiers aujourd'hui. Seulement, pour y arriver, il y a des conditions. Et je dis à ce niveau-là, ce n'est pas parce qu'on est une femme que, sans remplir les conditions, on doit accéder à une fonction. Je dis, je fais la promotion d'une société de mérite, femmes comme hommes, apprenons à avoir du mérite. Que seul notre talent, seul notre mérite nous donne une place dans la société ivoirienne. C'est bien compris. La dernière question, c'est sur la santé, qui est une question également sur laquelle vous êtes attendu. Qu'est-ce que vous entendez faire dans ce domaine précis? Il s'agit de poursuivre ce projet ou programme ambitieux que le président Houphouët-Boigny avait déjà amorcé. La construction de ces CHU, il faut les poursuivre, faire en sorte de les équiper. Et puis, il faut y mettre des plateaux techniques qui nous permettent justement de faire nos soins sur place. Vous voyez, chaque fois que je reviens en arrière. Il y a 30 ans, en Côte d'Ivoire, toutes les grandes maladies de la sous-région se guérissaient ici. L'Ivoirien n'avait pas besoin d'aller en France, au Maroc, au Canada pour se soigner. Il y a 30 ans, 30 ans c'est trop, il y a 20 ans, 30 ans, oui, disons-le, nos enfants de 8 ans, les jeunes filles, se permettaient elles-mêmes d'aller à l'accouchement, tellement c'était devenu un banal
un banal fait, c'est un jeu. Aujourd'hui, une femme qui va à l'accouchement, elle a des craintes pour sa vie elle-même. Pourquoi ce recul? Parce que simplement, eh bien, depuis la mort du président Houphouët, on a fait tout sauf l'essentiel. Nous avons passé le temps à nous bagarrer autour de 3 individus. Et finalement, nous n'avons pas poursuivi le développement. Je crois qu'il faut mettre fin à la guéguerre, aux palabres inutiles. Il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'amorcer le développement de la Côte d'Ivoire. Je dis, il faut travailler à améliorer l'espérance de vie, faire donc en sorte que les Ivoiriens aient accès aux soins dans leur pays. Il nous reste quelques minutes. Monsieur le candidat, dites-nous en seulement quelques mots pourquoi, ce samedi 31 octobre, les électeurs devraient porter leur choix sur vous. Alors, cette nuit, j'ai eu une inspiration à 4 heures du matin et je me suis dit qu'il fallait noter ça pour le servir aux Ivoiriens. C'est pourquoi, contrairement à mes habitudes, vous allez me permettre de lire cette petite note que je vais laisser au peuple de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, tout au long de cette campagne, j'ai rencontré des dizaines de milliers d'entre vous. Vous m'avez dit votre détresse, votre mécontentement et souvent votre colère. On vous parle de croissance, mais vous n'en voyez pas la couleur. On vous promet l'équité, mais les riches sont de plus en plus riches et les pauvres terriblement pauvres. On vous parle de l'avenir de vos enfants, mais l'école se détériore, l'université est exsangue. On vous parle d'emploi et de travail, mais notre industrie est à l'arrêt. On vous assure que tout est fait pour maîtriser la crise sanitaire mondiale et ses effets, mais aucun plan de relance ambitieux n'est mis en œuvre. On vous vante l'égalité de tous, mais chacun doit ou voit que c'est le règne de la combine, du droit, du passe-droit et des pots de vin et des dessous de table qui dominent partout. La corruption gangrène tout effort national. Oui, vous m'avez dit ça, mais vous m'avez aussi dit que vous aviez encore et toujours l'énergie vitale qui fait la grandeur de notre peuple. Vous vous battez pour vivre et survivre. Les grandes nations ont toujours la force d'imposer donc le changement. Le changement, tout changer, cela veut dire équité sociale, reconnaissance du mérite, du travail et de l'effort. Cela veut dire une école qui donne toutes ses chances à nos enfants, une université accessible à tous et qui fonctionne dans des conditions dignes. Mes chers compatriotes, changer, tout changer, cela veut dire une agriculture qui donne à nos agriculteurs les moyens de vivre, à nos salariés des salaires justes, à nos enseignants les moyens de faire leur métier, à chacun de recevoir les dividendes de son travail. Changer, mes chers compatriotes, tout changer, cela veut dire un État qui aide chacun à devenir maître de son destin, qui protège les plus faibles et permet donc à tous de réaliser leurs ambitions personnelles. Changer, oui, tout changer. Cela veut dire briser la spirale de la haine et de la violence. En un mot, tourner le dos à la guerre civile qui menace à nouveau. Changer, tout changer, cela veut dire une gouvernance honnête et rigoureuse. La politique, c'est servir et non pas se servir. Je serai, si vous me faites confiance, un président pour tous. Je ne suis dépendant d'aucun clan.
Je ne suis aux ordres d'aucun parti. Je ne suis l'esclave de personne, ni le serviteur d'aucune faction. Je suis un Ivoirien libre et qui entend le rester. Les yeux dans les yeux, je vous le dis, plus de morts dans ce pays. Assez de sang. Cessons de nous retrouver face à face. Décidons d'agir coude à coude. Quelles que soient nos origines ethniques, nos croyances, nos préférences politiques, comportons-nous comme des frères d'une même nation. Comme des citoyens libres, utilisons notre droit de vote. Je vous en conjure, n'écoutez pas les faux prophètes de la violence. Soyons dignes des enseignements du Père de la Nation. Soyons fidèles à Houphouët-Boigny, non seulement en parole, mais en acte. Samedi, vous avez la possibilité de tout changer. La route sera longue, difficile, mais le chemin est là. Il n'est pas dans une nouvelle aventure meurtrière. Mes chers compatriotes, le choix est simple. Si vous pensez que tout va bien, alors votez pour le président sortant. Si vous estimez qu'il faut tout changer, qu'on peut faire plus, faire mieux, alors le bulletin qui porte mon nom est la seule réponse. Il dira votre mécontentement et aussi vos espoirs. Il nous donnera donc la force pour les combats de demain. Sur la terre chérie d'Afrique, être ivoirien est un privilège. Rassemblons-nous à nouveau, soyons fiers, soyons forts, et avec l'aide de Dieu, la patrie en sortira grandie. Je vous ai fait ce texte pour être sûr que chaque mot sera à sa place et que tous les Ivoiriens comprendront bien le sens de ce texte parce que ce qui nous unit est bien plus grand et trop fort que ce qui nous divise. Nous sommes dans une communauté de destin, je me plais à le dire. Le bonheur du Sénoufo doit être le bonheur de Yacouba. Le bonheur, le malheur de Baoulé doit être le malheur de Latié. C'est ainsi qu'Oufou a voulu notre pays, multiethnique, multiracial, melting pot, terre d'accueil, terre d'espérance. Continuons de croire à notre pays. Croire à notre pays, c'est croire en chacun de nous. Chacun de nous a en lui un génie. Ce génie existe, mettons-le donc à contribution pour étonner le monde. Je ne veux pas participer à un scrutin qui débouche sur la mort. C'est pourquoi je vous dis, le samedi, vous voulez la paix, allez voter pour Kouadio Kona Bertin. Décidez que je suis à me mettre à votre service. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur le candidat. Face aux électeurs, 90 minutes pour comprendre le projet du candidat Kouadio Kona Bertin. Avec moi sur ce plateau, il y avait les confrères Charles Cablan de Radio Côte d'Ivoire et Benoît Ili de Fraternité Matin. Demain, face aux électeurs, reçoit le candidat Pascal Afing-Guessant. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur RTI1.